Donc nous sommes à Nice et nous avons un congrès sur 2 jours, un congrès de professionnels, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes. Et le thème de ce congrès, c'est l'EMDR à travers les âges. Voilà. Et donc, nous avons demandé au professeur Tarquinio, qui est professeur de psychologie à l'université de Lorraine et qui a développé et qui est aussi qui a un laboratoire de recherche à INSERM, de nous proposer une conférence et il a choisi de nous parler de réparer nos vies brisées avec le MDR. Donc, je vous laisse avec lui. Bien, merci pour cette invitation et pour cet exercice qui n'est pas forcément des plus simples, qui consiste, et je pose le cadre dès le départ, à parler, je dirais, simplement à des non-spécialistes de la thérapie EMDR. Et malgré le fait que vous soyez soit ici devant moi, soit à distance des non-spécialistes, nous allons aller assez loin dans la réflexion et dans la pertinence que peut avoir cette psychothérapie. Je vais présenter à peu près 6 points. D'abord, j'en dirai un peu, et au fur et à mesure un peu plus sur la thérapie EMDR. J'essaierai de montrer quelle est sa pertinence. On reviendra au départ, à la naissance et avant la naissance, pour ensuite effectivement essayer de comprendre la psychothérapie EMDR et voir ce que l'on peut attendre aujourd'hui et demain. D'une certaine manière, cette thérapie souffre de son succès, c'est-à-dire qu'elle souffre du fait qu'on l'ait cantonnée à une thérapie du trauma. Voilà. Ce qu'elle n'est plus depuis longtemps. Et elle souffre aussi du fait qu'on la considère trop souvent comme une thérapie, alors que de plus en plus elle devient une psychothérapie. C'est pas anodin comme terminologie, la question de la psychothérapie. Ça veut dire qu'elle commence à avoir un socle de connaissances suffisant pour peut-être commencer à expliquer les principes qui sont derrière. C'est pas encore très clair, on doit bien l'avouer. Mais surtout, c'est tout sauf une technique, c'est tout sauf un truc. Parce que si c'était un truc ou une technique, elle se serait cantonnée non pas au psychotraumatisme, mais à une expression toute spécifique du psychotraumatisme qu'est le TSPT. Le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, chacun d'entre nous connaît le trouble de stress post-traumatique. Vous vous souvenez des films de Rambo, des films d'action, des films de guerre où on voit ces soldats qui revivent dans leur tête des scènes de guerre, avec des images qui reviennent. Les médias en sont pleins. On ne parle presque que de ça. Fut un temps, personne n'osait parler de cela. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez tous remarqué que les hystériques ont disparu de la planète et que la place est faite aux dissociés et aux traumatisés. Il n'y a que ça. Bien. Alors, je vais essayer de vous raconter une histoire, d'une certaine manière, qui est celle de la thérapie EMDR, parce que c'est une belle histoire qui va, comme je le disais tout à l'heure, bien au-delà du TSPT, de ce fameux trouble dont on parle beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est une approche qui est capable de guérir. Fut un temps, je n'osais pas utiliser le terme, mais quand j'étais étudiant, on n'osait pas utiliser ce terme de guérison. Et cette thérapie EMDR, elle est très intéressante parce qu'elle nous amène à cette possibilité de guérir, pas seulement de soigner, pas seulement d'apaiser, mais de réparer. Et ça, c'est quand même nouveau dans notre métier. Et c'est nouveau pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui sommes confrontés, chacun, même moi, à des événements difficiles dans la vie,
et ça redonne de l'espoir. Au fond, la psychothérapie en général et la thérapie EMDR en particulier nous redonnent de l'espoir. On peut réparer ce qui nous a brisés. Alors, premier point, juste un peu sur la thérapie EMDR. Qu'est-ce que c'est que la thérapie EMDR? La thérapie EMDR, alors EMDR, Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des mouvements des yeux, c'est très bizarre les mouvements des yeux, qui contribuaient à désensibiliser des choses, on va le voir, et à retraiter des choses. C'est-à-dire que cette thérapie, au départ, elle utilisait les mouvements oculaires et ça nous permettait, les premiers travaux datent, on y reviendra tout à l'heure, des années 80, ça permettait à notre cerveau de digérer, le terme n'est pas correct parce que ce n'est pas exactement comme dans l'estomac, mais quand même. C'est-à-dire de faire en sorte que certains événements qui restent en suspens, qu'on n'arrive pas à évacuer, on aimerait ne plus y penser, eh bien cette thérapie, par des processus qu'on a du mal encore à comprendre, eh bien, grâce à ces trucs bizarres, les mouvements oculaires, elle a permis, effectivement, on verra comment ça a été découvert, eh bien, de faire en sorte que ces événements, eh bien, ils soient... Voilà, on les met à distance. Alors au départ, c'était des mouvements oculaires, et aujourd'hui, presque on pourrait renommer cette thérapie, parce que on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement les mouvements oculaires qui produisaient ces effets bénéfiques, mais aussi des stimulations qu'on appelle des tappings, où on fait des tapotements à droite à gauche, soit sur ses épaules, comme ça, comme vous voyez sur la petite image, soit sur ses genoux. Et puis on a même aujourd'hui des travaux qui montrent que quand on fait alterner les sons de droite à gauche, et puis on a des effets presque comparables. Bien. Il y a plein d'autres techniques qui existent, donc plein d'autres stimulations. Je dirais que c'est ce qui change souvent. C'est-à-dire que la démarche thérapeutique des thérapeutes EMDR, elle est à peu près toujours la même, mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que selon les individus, moi j'ai des patients qui sont plus sensibles, plus réceptifs au tapotement, et d'autres au mouvement oculaire, et d'autres au son. Donc voilà. Et évidemment, tout ça est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi en fait ça marche. C'est très bizarre cette histoire. Mais on y reviendra plus tard parce qu'il y a je crois que dans la plupart des thérapies, on ne sait pas pourquoi ça marche. Voilà. Donc c'est pas grave. On a utilisé la pénicilline sans savoir pourquoi ça marchait. C'est 30 ans après avoir soigné plein de gens pendant la Première Guerre mondiale qu'on a compris pourquoi ça marchait et comment ça marchait. Donc c'est pas grave. Le principal, c'est que ça nous fasse du bien et que ça répare et que ça soigne. Et au fond, ça nous permet de faire un tri dans notre esprit et ça nous permet de nous débarrasser de ce qui nous pèse, de ce qui est lourd. Alors on doit ça à une dame assez extraordinaire qui s'appelle Francine Shapiro, qui a découvert, comme ça arrive souvent, la thérapie EMDR par hasard. Et elle s'est rendue compte que, voilà, en suivant des oiseaux, je crois, je veux dire, on ne va pas rentrer, parce qu'il y a toute une mythologie, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est une vraie découverte, la thérapie EMDR. C'est sans doute une des plus grandes découvertes en notre discipline. Et cette dame, donc, elle s'est rendue compte qu'en faisant ces mouvements oculaires, il y a des choses qui se passaient dans sa tête. Les pensées qui étaient les siennes, eh bien, négatives, disparaissaient. Diminution de l'anxiété, diminution de la charge émotionnelle. On va l'écouter parler. Elle dit « J'ai remarqué que certaines pensées perturbantes avaient soudain disparu. J'ai noté également que lorsque je ramenais ces pensées à la conscience, elles avaient perdu de leur force de persuasion et des émotions l'accompagnant. Et sans aucun effort conscient, fasciné, j'ai commencé à porter mon attention à la manière dont cela s'est déroulé et j'ai remarqué que j'avais spontanément bougé les yeux. » Au fond, des tas de gens parmi nous auraient pu faire auraient pu être confrontés à la même situation et ne se seraient pas posé la question. Shapiro était une chercheuse et elle s'est interrogée, comme le font les chercheurs par rapport à cela. Elle s'est rendue compte, effectivement, quand
pensant, et elle le dit, en pensant alors délibérément à différentes pensées perturbantes, des souvenirs difficiles, et en bougeant les yeux, je me suis rendu compte que ces pensées disparaissaient également et que les souvenirs perdaient de leur charge émotionnelle. Presque on pourrait le faire, chacun d'entre nous. Parfois, aux étudiants, je leur propose de dire, voilà, allez chercher une petite pensée négative. Pas un gros truc, c'est pas la peine, là. Hein. Et puis, vous vous connectez à cette pensée négative. Vous savez, c'est tout l'inverse de ce que le bon sens populaire, qui a parfois raison, vous dit de faire. Le bon sens, c'est n'y pense plus, évite d'y penser. La thérapie EMDR, c'est l'inverse. C'est, oui, va chercher la pensée négative. Et puis, vous vous amusez à faire bouger vos yeux en regardant les deux coins de votre plafond pendant tout un temps. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans votre tête. Alors, c'est pas ça le MDR. Hein. Attention, sinon ce serait trop simple. Le MDR, c'est pas juste bouger les yeux. Le MDR, c'est pas juste faire des tapotements. Le MDR, c'est pas juste faire des trucs bizarres. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais disons que ce qui caractérise la thérapie EMDR, ce sont ces stimulations-là qui sont propres à cette thérapie et que l'on retrouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quasiment pas dans d'autres thérapies. D'accord, bien. Qu'est-ce qu'on montre ? Je vais passer très vite là-dessus. C'est que cette thérapie a été très efficace et a trouvé ses lettres de noblesse dans la prise en charge de ce qu'on appelle, et que j'évoquais tout à l'heure, le trouble de stress post-traumatique. Vous savez, cette pathologie qu'on connaît bien, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, on connaît bien, on a vu les attentats, ici nous sommes à Nice. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce trouble réactionnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trouble réactionnel ? C'est un trouble qui vient en réaction à un événement. Alors, je me cogne la tête, j'ai un hématome, c'est un trouble réactionnel. Bien. Et bien là, quand on est confronté à des événements difficiles, des événements qui nous conduisent à dépasser, à n'être incapable de mobiliser des ressources pour faire face, eh bien, c'est comme si notre cerveau n'arrivait pas à intégrer ces événements et d'une certaine manière, il reste en suspens, les pensées sont toujours dans notre tête, les pensées ne s'intègrent pas. C'est comme si j'avais un livre qui était sur ma bibliothèque et j'arrive pas à le mettre dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque, c'est la boîte à souvenirs. Et bien, il est là sur la table. À chaque fois que je passe devant la table, et bien, je revois cette image difficile, douloureuse. J'aimerais bien la rentrer dans ma bibliothèque, mais j'y arrive pas. Ben, d'une certaine manière, cette thérapie, elle permet de trouver le format adéquat pour que ce livre, avec des choses si difficiles, rentre. Mais chacun d'entre nous a été confronté à des événements difficiles. Prenons un deuil. Et chacun d'entre nous n'a pas eu la nécessité d'aller voir un psy. On se rend compte qu'avec le temps, ce qui était un événement douloureux, eh bien, avec le temps, c'est comme si on regardait le décès d'un parent avec presque moins de tristesse. Presque on repense à ce parent disparu avec le souvenir des moments positifs. Alors on va se dire, c'est le temps. Mais non, le temps n'y est pour rien. C'est pas le temps. Je veux dire, parce que parfois il y a des deuils qui se résolvent jamais. C'est simplement que notre cerveau a su mobiliser des ressources pour absorber cet événement douloureux. Mais à quoi sert notre cerveau ? Mais notre cerveau, il ne sert pas à faire de la psychologie, il ne sert pas à faire des mathématiques, il ne sert pas à faire du vocabulaire, il ne sert pas à ça. Notre cerveau, depuis la nuit des temps, il n'a qu'une seule fonction, s'adapter. Depuis la nuit des temps, notre cerveau n'a qu'une seule fonction, survivre. Et donc, il a déployé des ressources pour faire en sorte que les choses difficiles soient digérées. C'est comme quand on se coupe. Vous voyez, ça se répare tout seul des fois. Et des fois, vous vous rendez compte qu'il faut aller chez le médecin pour mettre un petit fil, une petite agrafe, pour aider les mécanismes d'autoréparation à se mobiliser. C'est pareil. Parfois, il faut aller voir le psy et pour qu'il nous aide à potentialiser ces ressources adaptatives. Et cette thérapie EMDR, elle procède de ça. Et c'est vrai qu'elle est très efficace. Et que dans 77 à 90%, on arrive largement à réparer les troubles. D'une certaine manière, notre mémoire, c'est comme un tiroir avec plein de photos. Alors, il y a des photos positives, c'est clair, c'est beaux souvenirs. Et puis, il y a des photos un peu plus floues, des photos même qui sont difficiles à regarder. Et
c'est comme si, d'une certaine manière, cette thérapie, c'est comme un outil magique qui nous permet de retravailler ces photos floues et difficiles, de les rendre plus claires, plus lumineuses. Je suis en train de dire quelque chose de complètement fou. C'est comme si cette thérapie nous permettait de faire d'un mauvais souvenir, j'ai dit lumineuse, un souvenir presque qui va nous propulser vers quelque chose de positif, de faire, comme je lui dirai tout à l'heure, du plomb, de l'or. D'accord ? Et j'ai dit magique, j'aurais pas dû. Il n'y a rien de magique en fait. Ce sont des mécanismes compliqués, psychologiques, physiologiques, neurologiques, et croyez-moi que ça interroge des tas de chercheurs à travers le monde, parce qu'on essaie tous de comprendre, et vraiment on en est loin comment ça marche, et ça c'est l'enjeu d'une recherche plus fondamentale. Alors, quel est l'objectif de la thérapie EMDR ? Eh bien, l'objectif de la thérapie EMDR, c'est de nous libérer d'une certaine manière de certains symptômes, et pas seulement ceux du trauma, c'est aussi des émotions intenses, c'est aussi des peurs, c'est de la peine, de l'angoisse. Et d'une certaine manière, l'EMDR, c'est... Mais comme d'autres thérapies. Mais l'EMDR, elle a une spécificité sur laquelle je vais aller. Elle nous permet un nouveau départ émotionnel. Elle nous permet de repartir. Et comme je le disais tout à l'heure, presque elle nous permet de nous appuyer sur ces épreuves pour avancer. Alors, le problème, c'est que toute notre vie est faite d'événements difficiles. On parle d'événements adverses, je vais en parler tout à l'heure, c'est-à-dire depuis l'enfance, et puis quand on est des jeunes adultes, et puis après, il y a la vieillesse. Demain, on aura une conférence sur les personnes âgées qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Et puis, il y a la mort, ceux qui partent, et puis bon, après, il y a ce qui se passe outre-tombe, mais ça, je ne suis pas compétent. Quoi qu'il en soit, notre cerveau, et gardez bien la métaphore que je vais vous donner, notre cerveau, c'est comme une voiture. Dans une voiture, j'ai un frein et un accélérateur. Si j'ai juste un accélérateur, eh bien ça ne va pas, je vais dans le mur, c'est-à-dire que je n'arrive pas à réguler ma vitesse. Si j'ai qu'un frein, eh bien c'est l'inverse, j'avance pas. Donc ma voiture, quand elle est fonctionnelle, c'est une régulation équilibrée qui me permet de doser la vitesse et qui me permet de doser cette même vitesse en parfois freinant. Dans le cerveau, c'est pareil, presque pareil, sauf que l'accélérateur, c'est ce qu'il y a au milieu du cerveau, vous voyez en rouge notamment, c'est l'amygdale. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans la gorge, c'est autre chose. Quand vous avez peur, vous voyez là, je devrais avoir peur de m'exprimer devant vous, et l'amygdale devrait me dire « mais tu te mets en situation de danger ». Eh bien non, parce que j'ai mon cerveau qui est en bleu, là, ce qui est devant, là, ce qu'on appelle le cerveau préfrontal, lui, il dit « mais non, pas besoin d'avoir peur, tu as l'habitude, c'est ton métier, tu aimes ça, tu as des choses à raconter ». Vous voyez, c'est le frein et l'accélérateur. Eh bien, s'il n'y a pas de frein, s'il n'y a pas cette partie du cerveau qui est prête à dire à cette autre partie du cerveau « calme-toi », eh bien, par exemple, ça fait des phobies. Les gens qui ont peur de prendre la voiture, eh bien, ils n'arrivent pas à se réguler. La plupart d'entre nous, on devrait tous avoir peur de prendre la voiture, de prendre l'avion qui plus est. Mais on a notre partie du cerveau en bleu qui nous dit « pas de danger, ça va aller ». Et donc, ça se régule. Eh bien, ce qui va caractériser souvent les pathologies mentales, le trauma, les troubles anxieux, les phobies et d'autres encore, c'est qu'il n'y a plus de communication entre le frein et l'accélérateur. Il n'y a plus de communication entre ce qu'on appelle le système préfrontal et ce qu'on appelle communément au milieu du cerveau et qui régule nos émotions, le système limbique. Eh bien, regardez, ça commence très tôt. C'est pour ça que je dis on va revenir très tôt. Ça commence très tôt, quand on est enfant. Vous voyez cette partie du cerveau là qui tourne, c'est encore une partie encore plus précise de cette partie du cerveau qui était en bleu. Cette partie, c'est aussi un frein. C'est le même frein. Eh bien, cette partie-là, elle nous permet de réguler nos émotions. Elle permet d'avoir de l'empathie, elle nous permet de développer le sens moral. Et d'une certaine manière, effectivement, cette partie-là, elle n'est pas fonctionnelle avant 5 ans. Ah, c'est intéressant.
ça veut dire qu'avant 5 ans, on est une petite voiture où il manque un frein. Et ce n'est pas étonnant que vous ayez des enfants qui fassent des colères. Rappelez-vous, il n'y a pas le frein pour réguler. Des enfants qui ont des angoisses. Rappelez-vous, il n'y a pas le frein pour réguler. Cette partie en rouge. Des enfants qui ont des grands chagrins. Oui, rappelez-vous, cette partie du système limbique au milieu du cerveau, c'est tout ce qui est les émotions. Et donc, les enfants sont des petites voitures à qui il manque le frein. Et il faut attendre la 5e année pour que ça se régule. Sauf que, et vous allez comprendre où je veux en venir. Je veux en venir au départ. Je vous dis, on va recommencer depuis le départ. Pourquoi ? Pour expliquer en quoi la thérapie EMDR va nous aider à réparer. Mais si on veut réparer, il faut comprendre comment ça s'est abîmé. Et c'est ça l'enjeu de ce que je voudrais raconter. Alors, lorsque vous avez un enfant qui fait des colères, il y a 2 modes de réaction, un peu caricaturaux, j'en conviens. Le premier, moi j'ai eu des enfants aussi, 3, quand ils font leur crise de colère, vous avez jamais eu envie de les passer par la fenêtre ? Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on a cette partie du cerveau qui est là et qui nous dit « Non, écoute Cyril, quand même, c'est pas la peine. » D'accord ? Mais vous avez des adultes qui, lorsque l'enfant crie, fait des colères, mais ça les active. Et au lieu de mettre à la disposition de l'enfant leur propre cortex préfrontal, c'est ce qu'on fait quand on les prend dans les bras, on dit « Allez, ça va aller, t'inquiète pas, va, je suis là. » Eh bien, on va les réprimander, être violent, et d'une certaine manière, c'est ça qui est dramatique, c'est que la première attitude, le parent qui apaise, qui prête son cerveau à l'enfant, eh bien, ça va contribuer à ce que l'enfant va développer cette partie du cerveau. À l'inverse, si vous avez des parents qui réprimandent, qui sont violents, eh bien, cette partie du cerveau, elle ne se régule pas, elle ne se développe pas. Waouh, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que dès l'enfance, l'attitude des parents va contribuer, mais pas seulement l'attitude des parents et globalement l'environnement dans lequel les enfants vont se développer, ça va contribuer à ce que certaines parties du cerveau vont ou non se développer. On n'est plus dans la psychologie, là. On est dans quelque chose d'autre, qui montre le lien entre les émotions et le développement de certaines structures cérébrales. Vous ne me croyez pas ? Regardez comment se développe un cerveau pendant les premières années. Regardez la densité des neurones après 1 mois, 6 mois, 2 ans. Et regardez ça, c'est extraordinaire. Voilà un neurone du cortex préfrontal. Vous vous rappelez ce frein, là, devant, qui s'est développé soit dans un environnement de stress, soit dans un environnement plutôt apaisé. Regardez comment le contexte dans lequel le cerveau s'est développé conduit à ce que le neurone qui s'est développé dans un environnement de stress chronique eh bien, développe moins de connexions cérébrales par rapport aux neurones qui étaient dans un environnement beaucoup plus apaisé. Ça va loin parce qu'on a même des travaux qui montrent que l'épaisseur du cortex est diminuée. Bien. Alors, j'ai parlé des parents, mais on pourrait aller un peu plus loin et aller sur ce qu'on appelle les événements adverses. Les événements adverses, c'est tous les événements qui, depuis l'enfance jusqu'à 18-20 ans, vont arriver dans notre vie de façon chronique et vont nous impacter. Ça veut dire quoi, nous impacter ? Je vous invite à faire la distinction entre plusieurs choses. Le stress, c'est cette tension qu'on ressent chacun d'entre nous dans notre travail, dans notre vie. Ça active notre organisme. Ça a l'air commun, banal, sauf qu'on a des tas de travaux, on va le voir tout à l'heure, qui montrent par exemple qu'un stress chronique, ça a un effet sur le système immunitaire. Quand j'étais étudiant, on prenait des souris avec des cellules cancéreuses et puis on soumettait un premier groupe de souris à un stress chronique et le deuxième groupe de souris avec les mêmes cellules cancéreuses, on le laissait tranquille. Et puis on regardait comment les cellules cancéreuses s'étaient développées après plusieurs semaines. Et on se rendait compte que les souris stressées avaient multiplié par 3 ou 4 le nombre de cellules cancéreuses. Le stress ne provoque pas le cancer. Le stress a un effet sur le système immunitaire qui est moins apte pour défendre l'organisme
contre les attaques pathogènes internes ou externes. Et puis il y a de la détresse. La détresse, c'est quoi? C'est du stress, plus des émotions négatives, la tristesse par exemple. Et puis il y a de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? C'est du stress, parfois de la détresse, et l'anxiété, c'est la peur de ce qui va arriver. Mais on a plein de gens qui sont dans la peur, l'anxiété, qui se disent voilà, je suis tétanisé, je suis dans l'incapacité de prendre ma voiture. La phobie est une angoisse, par exemple, qui se fixe sur un objet. Et puis il y a le traumatisme qui est, au fond, une addition de tout un ensemble de choses comme celles que j'évoquais tout à l'heure et qui laissent des traces d'un autre niveau. On va le voir, ces événements de vie ont plein de conséquences sur les individus. Alors c'est quoi ces événements de vie? Il y en a dont on parle beaucoup, l'inceste. Hein. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'inceste. Un peu trop. Pas parce qu'il ne faut pas en parler, hein, mais parce qu'on oublie de parler des autres événements qui posent problème. Je veux dire, les négligences émotionnelles, les violences verbales dans les familles, les violences physiques, le fait d'avoir un parent qui décède, le fait d'avoir les violences dans les fratries qui font énormément de dégâts, le fait de voir ses parents se disputer ou avoir qu'il y ait des violences conjugales, le fait d'avoir un parent qui a un trouble psychique, le fait d'avoir un parent qui a une maladie grave, tous ces événements-là ont des impacts. Le harcèlement, il a fallu attendre 20 ans pour qu'on commence à s'intéresser au harcèlement quand même. Hein. Et puis je vous rappelle que la France est un des rares pays qui a dû légiférer sur la fessée, quand même. Hein. Donc il y a plein d'événements, et surtout, c'est là où je veux en venir, c'était un grand moment dans ma carrière de chercheur parce que les travaux dont je vais vous parler sont ceux de Vincent Felitti, qui a montré pour la première fois en 1998 une relation dose-effet entre le fait d'être confronté à des événements adverses, ceux dont je parlais tout à l'heure, et le fait d'avoir non pas seulement des problèmes psychologiques, mais des problèmes en termes de santé physique. Regardez, c'est édifiant. On se rend compte que, vous voyez, là, vous avez en dessous les nombres d'événements adverses. Alors, selon que j'ai été jamais confronté à des événements adverses, 1, 2, 3, 4, chacun d'entre nous, vous, moi, on a tous été confrontés à des événements adverses. C'est évident. Sauf que plus je suis confronté à des événements adverses, plus les gens fument. Plus je suis confronté à des événements adverses, regardez le deuxième graphique, plus j'ai des problèmes de troubles du comportement alimentaire et d'obésité. C'était d'ailleurs la population initiale de Felitti. Plus j'étais confronté à des problèmes adverses, plus il y a des tentatives de suicide, plus il y a des problèmes dépressifs. Mais cette relation dose-effet, mais c'est notre saint Graal quand on fait de la recherche. On a déjà du mal à trouver des relations de cause à effet, une relation dose-effet, mais ce n'est pas tellement ça que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est que, voyez, une étude qui a été publiée en 2016, peu importe, c'est qu'on s'est rendu compte que ça avait des problèmes sur la santé physique. Quand les gens ont plus de 4 événements adverses, voilà une étude qui a été réalisée au Pays de Galles en 2016 sur 2000 adultes, on se rend compte que les gens qui ont plus de 4 événements adverses, c'est-à-dire ils ont été confrontés à ces événements dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ils ont 4 fois plus de problèmes de santé que les autres. Ils ont 3 fois plus de problèmes cardiaques que les autres. Ils ont 3 fois plus de problèmes respiratoires que les autres. Ils vont 2 fois plus chez le médecin que les autres. Et ils sont 3 fois plus hospitalisés que les autres. Waouh! Et alors? Ça, c'est extraordinaire. C'est pas compliqué, mon petit graphique. Il y a un travail qui a été publié dans une revue de cardiologie, ça s'appelle Circulation. C'est une grosse revue de cardiologie. Aucun psychologue n'aurait jamais osé faire ça. Les cardiologues ont introduit pour la première fois, en 2018, cela, l'adversité comme élément déterminant à la survenue des troubles cardiovasculaires. C'est la première fois. C'est-à-dire que les médecins intègre, c'est encore compliqué, de plus en plus l'idée que les événements adverses vont avoir des impacts sur la santé physique, et je vais vous expliquer le lien, c'est assez édifiant, vous allez voir. Voilà, on est confronté à de l'adversité durant l'enfance, l'adolescence, et ça nous donne du stress, de la dépression, de la détresse. Ok, ça, on sait. Bien. Mais, comment dire moi, quand je suis un peu stressé le soir, que je rentre après ma journée de travail, je vais dans le frigo. Moi, j'ai tendance à aller dans le frigo.
j'ai mangé des yaourts, des fruits, c'est mon truc ça. Vous voyez ? Il y en a, ils boivent un verre. Il y en a, ils fument une cigarette. Mais quand c'est une fois de temps en temps, ça va. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va chercher à l'extérieur de soi de la ressource pour s'ajuster à une réalité psychosociale. Mais quand ça devient chronique et qu'effectivement, on trouve dans l'alimentation quelque chose qui est, mais au fond, une manière de s'en sortir, lorsqu'on trouve dans l'alcool, mais quel merveilleux anxiolytique que l'alcool. Un moyen de faire face aux épreuves. Mais on trouve là les leviers des conduites addictives. C'est-à-dire, ce sont des réponses adaptatives. Mais il a fumé, Tarquinio, ce n'est pas des réponses adaptatives. Mais si, il vaut mieux ça que mourir. Il vaut mieux picoler que se pendre. Comme je le disais à un patient, il vaut mieux se noyer dans l'alcool que dans le fleuve. Il a arrêté de boire. Hein. Et de ce point de vue, on commence à se dire, oui, mais alors, les conduites adaptatives, ce n'est pas la peine de mettre des cadavres sur les paquets de cigarettes. Parce que ce n'est pas ça qui va nous faire arrêter. Parce que nos comportements de santé trouvent une légitimation dans cette exposition qui fut la nôtre à des événements difficiles et au fond, à défaut de trouver autre chose à l'intérieur de nous ou dans notre environnement familial, on est allé le chercher ailleurs. Mais continuons le raisonnement. Le stress a aussi des effets sur notre cerveau et sur notre système sympathique-parasympathique. Vous vous souvenez, sympathique-parasympathique, c'est simple. Le sympathique, c'est celui qui n'est pas sympathique. C'est celui qui active notre système nerveux, notre rythme cardiaque. Mais alors, il y a quelques années, en 2004, il y a une grosse étude qui est parue, c'est l'étude Interart, où on a travaillé sur près de 24 000 patients, 52 pays, et on cherchait les facteurs de risque des troubles cardiovasculaires. Et on s'est rendu compte, mais ça se suit à quelques décimales près, je n'ai pas mis les statistiques, que les 3 facteurs de risque les plus importants étaient dans l'ordre le cholestérol, suivi la cigarette, et tout de suite derrière, le stress. Ah, mais attendez voir, on n'a pas un lien là ? Adversité, conduite addictive, stress, on n'a pas un lien là qui nous amène à ce qu'on arrive à des maladies cardiovasculaires ? On n'a pas une maladie cardiovasculaire qui sont en plus renforcées par les comportements tabagiques ? Mais quand en plus je fais un infarctus, ça a des impacts psychologiques. C'est-à-dire que ça génère de la peur de refaire un infarctus, ça génère un psychotrauma. Mais on n'a pas quelque chose là qui commence à faire le lien entre les aspects psychologiques et les aspects physiques, les aspects psychologiques et les maladies chroniques, et on pourrait avoir ce raisonnement dans de nombreuses pathologies. Évidemment, il y a tous les aspects psychopathologiques. Dans notre jargon, dans le jargon des psychologues, la psychopathologie, c'est toutes les pathologies mentales, la dépression, les phobies, qui sont liées à ça. Ah, et si l'anxiété, et si le trouble de stress post-traumatique et le psychotrauma, c'était aussi une réponse adaptative. Et si les pathologies étaient une réponse adaptative ? Mais Tarquinio a bu ce soir. Mais peut-être que oui. Au fond, c'est pas idiot d'être anxieux lorsque toute sa vie on a vécu dans la peur. Je veux dire, ce serait absurde de ne pas avoir peur. Je veux dire, vous voyez, le cerveau, je veux dire, trouve des ajustements, et l'angoisse est une manière de s'extraire, d'éviter la peur, d'éviter les situations qui vont générer de la peur. Donc, on voit bien que tout ça a un impact et va effectivement impacter les individus. Le traumatisme n'est pas dans les événements. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'événement traumatique a priori. Vous savez comment est-ce qu'on torture les moines bouddhistes ? Comment on les torturait en Chine en leur faisant manger de la viande. On va manger un steak ce soir. Sauf que pour les moines bouddhistes, manger de la viande, c'est comme si on nous demandait de manger des corps humains. C'est la même chose. Donc on voit bien que la dimension de l'histoire individuelle, de l'histoire culturelle, de l'histoire cultuelle, va donner une texture plus ou moins traumatique aux incidents critiques qui vont devenir alors des événements traumatiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est que
la question du traumatisme, elle n'est pas que psychologique, elle va aussi impacter notre santé physique. Et ça, c'est important parce que n'oublions pas que je suis en train de parler de EMDR, mine de rien. Et que peut-être que cette thérapie EMDR, justement, elle va bien au-delà de ce qu'on pense qu'elle peut réparer. Elle va bien au-delà de là où trop de médias la cantonnent, à savoir le trauma. Là où beaucoup d'autres thérapies laissent croire que cette thérapie ne fait que s'intéresser au trauma pour, d'une certaine manière, la décrédibiliser. À tort, parce qu'au fond, l'enjeu est pour chacun d'entre nous, pour chaque citoyen, d'avoir accès à toutes les approches thérapeutiques qui existent et faire en sorte que chacun puisse en bénéficier. Et donc, pour aller plus loin sur la thérapie EMDR, je dirais que c'est une thérapie qui utilise différentes stimulations, les mouvements oculaires, les sons. Oui, le tapin. Oui, c'est pas adapté, effectivement. C'est le tapping. C'est un autre job. Mais parfois, les psychologues qui gagnent peu leur vie ou pas assez leur vie sont obligés de... Vous savez, c'est un métier difficile, on donne de soi, chacun le sait. D'accord ? Et donc, d'une certaine manière, cette thérapie, elle permet de faire du tri. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, de nous débarrasser de ceux qui nous pèsent. Et je vous propose une petite vidéo qui va vous permettre, vous qui n'êtes pas spécialiste de la thérapie EMDR, de comprendre de quoi il retourne. Le 6 février 2000, un train déraille à plus de 120 km/h dans la gare de Brühl, près de Cologne. La catastrophe fait 9 morts et 149 blessés. Parmi les passagers du train, Ulrike Beckhardt. Elle a la chance de n'être que légèrement blessée. Mais les images qu'elle voit ce jour-là vont rester gravées dans sa mémoire. J'ai regardé à côté de moi, sur la droite, et j'ai vu un bras arraché. C'était sûrement celui d'une femme avec une alliance à la main. Je l'ai recouvert d'un vêtement parce que les autres blessés le fixaient aussi. Ensuite, un soldat américain est venu en rampant jusqu'à moi et a crié « Ne regardez pas en bas ». Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher dans le wagon. Alors j'ai vu le torse d'une personne dont la tête manquait. Cette image m'a terriblement marquée, c'était affreux. Après l'accident, elle est en état de choc. Elle est parcourue de tremblements et se réveille en sursaut la nuit à cause de cauchemars. Même en journée, elle est assaillie par les images terrifiantes de l'accident. Martin Zak est médecin et chercheur en psychothérapie à l'Université technique de Munich. Il étudie les phénomènes dans le cerveau après une telle expérience traumatisante. Ce qui rend ces souvenirs traumatiques si particuliers, c'est qu'ils remontent en permanence et involontairement. Et quand ils ressurgissent, c'est avec la même charge émotionnelle, avec l'horreur et l'effroi ressentis lors de l'événement. On est comme submergé par ces sensations contre lesquelles on ne peut pas lutter. C'est la preuve que ces souvenirs n'ont rien à voir avec un souvenir normal qui a été intégré. Ulrike tente d'abord de se soigner elle-même. Elle se force à prendre le train, se réfugie dans le travail. Elle entame aussi une psychothérapie. Le 11 septembre 2001, de nouvelles images bouleversantes font le tour du monde. Ces images m'ont tout de suite rappelé l'accident de train. Je pensais au métal qui déchiquette les corps et aux gens qui n'ont aucune chance de s'en sortir. La nuit, je me réveillais le cœur battant. J'ai même développé un nouveau symptôme. Je n'arrivais plus à respirer. Ça pouvait m'arriver n'importe quand dans la journée, même à des moments calmes. J'ai compris que je devais suivre un traitement. Les souvenirs traumatiques peuvent ressurgir suite à des facteurs déclencheurs, des stimuli sensoriels qui rappellent d'une façon ou d'une autre l'événement traumatisant. Cela peut être une odeur, une image, une sensation d'impuissance. Alors toute l'angoisse et la peur ressenties lors du traumatisme, même ancien, remontent à la surface. C'est ce qui arrive à Ulrike Beckhardt plus d'1 an après l'accident de train. Elle va consulter un nouveau thérapeute, le docteur Mark Novy, qui utilise une méthode particulière pour modifier ses souvenirs. L'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, littéralement désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Pendant ces séances d'EMDR, Ulrike doit se remémorer les images de l'accident,
tout en suivant des yeux les mouvements de main du thérapeute. Au bout de 4 séances, j'ai recommencé à dormir correctement et les symptômes que j'éprouvais en journée ont aussi disparu. Je pense que c'est parce que j'ai réussi à modifier le sens de ces images. Depuis 1999, Martin Zak rassemble des données scientifiques sur la thérapie EMDR et a constaté sa réussite sur près de 300 patients. Pourquoi agit-elle aussi rapidement et durablement? Pour en savoir plus, des électrodes sont posées sur un patient lors d'une séance pour mesurer la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire. 190 patients participent à cette étude. Le thérapeute demande d'abord de se remémorer l'événement traumatisant. Ensuite, il provoque des mouvements oculaires réguliers. Comme chez Ulrike Beckhardt, cela permet d'intervenir sur la mémorisation des souvenirs. Des expériences sur des animaux et des êtres humains ont montré que les souvenirs pouvaient être modifiés. Pour cela, il faut réactiver le souvenir, c'est-à-dire s'en rappeler volontairement. On peut alors intervenir dessus en modifiant ou en corrigeant sa signification. On diminue ainsi la charge émotionnelle qui y est associée. Selon Martin Zak, le secret se trouve dans les mouvements oculaires. Sa théorie, si le corps est détendu lors du processus de remémoration, le cerveau aussi se relâche et peut retraiter le souvenir. Les données enregistrées lors des séances prouvent que les mouvements oculaires ont un effet relaxant chez les patients. La fréquence cardiaque diminue et l'organisme s'ouvre au changement. La sensation de détente prend alors le pas sur le stress traumatique ressenti autrefois. Ulrike Beckhardt n'a eu besoin que de 4 séances de MDR. Au cours de mes séances, j'ai pu très vite modifier mes souvenirs de façon positive, pour qu'ils ne soient plus aussi terribles. Même si les images de l'accident revenaient, elles n'avaient plus le même impact. Depuis ce traitement, je vais bien mieux. Voilà. Voilà le diagramme de Sachs. Vous voyez ici en gris, c'est quand on fait les mouvements oculaires. Et quand on fait les mouvements oculaires, on se rend compte que le rythme cardiaque baisse. Et voilà un autre résultat, je vais vous montrer celui-là surtout. C'est que là, à chaque fois qu'on a les petits graphiques, les petits tubes en gris, c'est quand on fait les mouvements oculaires et vous vous rendez compte que la température du corps augmente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Alors, la théorie de Martin Sachs, c'est une approche, mais aujourd'hui, il y a plein de questionnements auxquels on n'a pas de réponse. Vous allez me dire, oui, mais c'est du placebo. Alors, regardez bien cette vidéo. Elle est extraordinaire. Vous avez des souris et vous avez regardé alors, je vous raconte l'histoire. Je vais repasser la vidéo tout à l'heure. En fait, ce sont des souris et qui sont dans une boîte de conditionnement. Et vous voyez, vous avez une lumière là, qui à chaque fois se met devant la souris et qui l'oblige à ce que les mouvements des yeux de la souris soient toujours... voilà, chaque fois qu'elle tourne la tête, eh bien, elle va suivre les mouvements oculaires. Eh bien, vous allez vous rendre compte que cette souris-là, lorsqu'il y a un son qui arrive, elle continue à bouger, alors que les autres souris qui ont été conditionnées, ils ont été conditionnés, toutes les 4 d'ailleurs, à ce que quand un son arrive, une décharge électrique arrive. Donc elles sont en situation de freezing. La 4e souris aussi, sauf qu'elle, on la désensibilise. Regardez, je vais repasser la vidéo. Écoutez le son. Voilà le son. Donc les souris A, B, C s'arrêtent. Et celle avec le cadre D, vous voyez, regardez, vous avez de la lumière qui va près d'elle, et bien elle continue. C'est comme si ces mouvements oculaires avaient désensibilisé la peur de l'attente de la décharge électrique. Vous voyez, c'est très rigolo, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, hein. Ce n'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec ces satanés mouvements oculaires.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la thérapie EMDR? Alors, je ne vais pas vous refaire ce que j'ai déjà fait, présenter le fait que quand on fait de la thérapie EMDR, on l'a vu avec la vidéo, eh bien, on améliore les scores de psychotrauma. Bien sûr que voilà, vous voyez, regardez, là, c'est ce qui se passe avant le traitement, et vous voyez le groupe en plus foncé. Après le traitement, vous voyez, c'est plus bas, le score est plus faible. C'est-à-dire que la thérapie EMDR, elle a permis de baisser le score de psychotrauma. Et c'est pareil pour la dépression. Regardez, dans la thérapie EMDR, au départ, ils sont à peu près tous pareils, et puis regardez comme le score diminue. OK, ça, on sait. D'accord ? Moi, je voudrais vous parler d'autre chose, de ce que peut apporter la thérapie EMDR. Par exemple, on a travaillé sur le cancer. Alors, je vais vous parler du cancer parce que c'est un champ sur lequel je travaille beaucoup, mais on travaille beaucoup sur la douleur chronique, on travaille beaucoup sur les troubles cardiovasculaires, on travaille beaucoup sur les MICI, qu'on va beaucoup développer là dans les années à venir. Donc, c'est un vrai champ. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la question de la thérapie EMDR, c'est ça. C'est que ça peut être utile, non seulement pour traiter le TSPT, mais aussi tout ce que recouvre la vie de chacun d'entre nous, les maladies. Et Dieu sait que les maladies, c'est compliqué. Prenons le cancer. Le cancer, c'est pas juste un trauma qui arrive une fois et c'est terminé. Non. Le cancer, il y a l'annonce, on repère quelque chose, il y a l'annonce, et puis il y a les interventions chirurgicales, il y a les effets de la chimiothérapie, et quand on fait la première chimiothérapie, on appréhende la deuxième chimiothérapie. Donc c'est quelque chose en permanence. Et quand on vient de finir un travail sur la période de rémission, mais on a des patientes qui tombent en dépression en rémission. Pourquoi? Mais parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont traversé. C'est pas quand on est sur le champ de bataille, quand on est en lutte, quand on est à la guerre, on ne se pose pas la question de pourquoi on se bat. C'est après une fois qu'on est rentré, qu'on se dit waouh, j'ai failli y rester. C'est une fois que la maladie, elle est derrière nous, qu'on se dit j'ai failli y rester. Et puis là, on se dit ouais, non seulement j'ai failli y rester, mais qu'est-ce qui m'attend demain? Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Chez les victimes d'agression, le traumatisme, il est présent, mais il est psychiquement présent, pas physiquement présent. Chez les malades chroniques, la maladie, elle est toujours là. Et elle peut toujours, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ça peut à chaque instant recommencer. On est dans une réalité psychique de nature très spécifique. Sans compter que ces patients-là sont des patients qu'on voit au quotidien. C'est-à-dire que non seulement ils ont leur histoire de vie, mais en plus il y a la maladie. Donc ça fait une problématique qui est d'une grande complexité. Alors regardez ces études de cas très simples. On a donc 2 patientes qui ont eu un cancer du sein avec une ablation qui avait ce qu'on appelle la douleur du sein fantôme. Vous voyez, d'abord on montre qu'avec la thérapie EMDR, en pré- et en post-test, on diminue la sensation et la douleur du sein fantôme. Et puis on voit aussi qu'on diminue le score de dépression et d'anxiété. Très bien. Allez, ça c'est classique comme résultat, mais regardez ce qui est très intéressant. On a travaillé sur le schéma corporel. Et vous avez là, on leur demandait de dessiner l'image qu'elles avaient de leur sein avant la prise en charge, et vous voyez, Paul, comment elle dessine son sein. Rappelez-vous, il n'y a plus de sein. Il y a eu ablation des 2 seins. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sein fantôme. On connaît bien les membres fantômes. Et donc, quand elle dessine son sein, voilà ce qu'elle dessine. Regardez Nora aussi. Et voilà ce qu'on observe après plusieurs séances. C'est-à-dire qu'on a reconfiguré le schéma corporel. D'accord ? Donc, la thérapie EMDR, ça sert aussi à ça. La thérapie EMDR, ça sert aussi à intervenir, et j'ai dit que j'allais parler du cancer, alors on a toutes les couleurs maintenant pour tous les types de cancer, pour effectivement travailler sur mais comment est-ce qu'on accompagne des malades tout au long de la maladie, lorsqu'on est confronté à une maladie qui résonne comme une condamnation et qui dans la représentation qu'on en a, active l'idée du mourir. Comment est-ce qu'on travaille pour potentialiser les ressources? Vous voyez, on est bien loin du TSPT quand on fait de la psychothérapie de ces patients et de ces patientes-là. Comment est-ce qu'on déploie de l'espoir à nouveau? Comment est-ce qu'on les aide à... cette maladie, c'est une fracture dans l'expérience de vivre. Vous voyez, le rapport au temps change. Le temps ne nous appartient plus. Même notre corps ne nous appartient plus. D'ailleurs, souvent, notre corps, on le donne à la médecine. D'accord ? C'est un processus de désappropriation, réappropriation.
dans lequel on s'engage. Et de ce point de vue, on refonde quelque chose de notre propre rapport au monde. Et ça, c'est une dimension importante. C'est-à-dire, comment on va être capable de révéler chez les malades des ressources inédites. Comment, face à l'extrême, face au risque de la mort, et on est capable de mobiliser des forces de vie que parfois nos malades ne soupçonnaient même pas, elles ne soupçonnaient même pas leur existence, elles n'auraient pas pu se révéler dans d'autres contextes. C'est l'épreuve de la maladie, c'est le risque de la mort qui vont mobiliser des forces de vie là où des forces mortifères pourraient prendre le dessus. Mais la thérapie EMDR peut jouer un rôle majeur. Regardez ce petit travail où on fait de la thérapie EMDR avant et après. Et puis on se rend compte à quel point les préoccupations des patients changent. Vous voyez, tout ce qui était pratique avant, mais on s'en fout après, parce qu'il faut changer notre rapport à la vie. Tout ce qui était la famille, ça, effectivement, ça reste, on verra, une préoccupation. Mais je vais simplement aller sur un autre travail que j'aime beaucoup. Ça concerne tout simplement des patients qui ont survécu à une catastrophe maritime. Et on les a pris en charge en thérapie EMDR, et on a mesuré différents paramètres. Et cette étude, elle me permet de dire que la thérapie, quelle qu'elle soit, mais la thérapie EMDR en particulier, elle permet de transformer le plomb en or, de faire de ce qui aurait pu nous faire vaciller, faire quelque chose qui nous redonne espoir. Par exemple, dans cette étude, eh bien, on s'est attaché à ce qu'on appelle le post-traumatic growth, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va redonner de la force de vie ? Eh bien, on se rend compte qu'après la thérapie, je ne vous montre pas les statistiques, c'est secondaire, mais cette flèche qui montre que tout simplement, on a réussi à mobiliser de la ressource complémentaire, faire que ces patients-là, eh bien, retrouvent de la force de vie. Et à l'inverse, effectivement, on a fait diminuer le niveau de traumatisme ici. Donc ça veut dire que cette thérapie, d'une certaine manière, elle permet, mais comme beaucoup de thérapies d'ailleurs, elle permet un processus de transmutation. Elle permet d'aller puiser au plus profond de nous des forces de vie. Et c'est pour ça que cette thérapie, elle est intéressante. Elle peut s'adapter à plein de situations et faire en sorte qu'effectivement, eh bien, non seulement on guérisse les épreuves du passé, mais qu'on les transforme et que ça nous donne et ça mobilise chez nous des forces nouvelles pour affronter la vie, pour nous transformer notre rapport à nous-mêmes et transformer notre rapport au monde. Et au fond, c'est ça la psychothérapie. C'est ça la psychothérapie. Hop là, voilà. C'est un processus de transformation, une mobilisation de ressources, une capacité de mobiliser des forces de résilience. Et la psychothérapie, quelle qu'elle soit, a cette ambition-là, et la thérapie EMDR de façon encore plus forte. Revenons pour finir sur la définition que donne l'OMS de la santé. La santé, c'est à la fois un bien-être physique, un bien-être mental et un bien-être social. C'est à la fois la santé physique et la santé psychique. C'est effectivement comment est-ce qu'on peut tenir compte des circonstances dans lesquelles les individus sont nés, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Et on revoit la question de l'adversité. Eh bien, je crois qu'effectivement, d'une certaine manière, le MDR, c'est cet apport-là. Ça permet non seulement de réparer les traumatismes du passé, mais ça permet aussi d'en faire quelque chose. Ça permet de réparer les traumatismes de notre vie adulte et de guérir, et aussi d'en faire quelque chose. D'une certaine manière, on peut considérer que le MDR, c'est une sorte de guide bienveillant qui vous accompagne dans la transformation de vos souvenirs douloureux, de nos souvenirs douloureux, pour vous aider à trouver quoi ? Ce après quoi chacun de nous court, d'une certaine manière, une paix intérieure. C'est un processus qui redonne de l'espoir. Je le disais tout à l'heure,
il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on n'osait pas dire qu'on allait guérir. Aujourd'hui, on peut guérir. Et on peut guérir les traumatismes, mais on peut aussi aider les gens à traverser les épreuves de vie telles que la maladie, mais les épreuves de vie en général. Et ça permet de réparer les blessures du passé et vivre pleinement dans le passé. Mais ne nous y trompons pas, le MDR, ce n'est pas juste les expériences extrêmes. Vous savez, parfois la vie est faite de petites blessures émotionnelles au quotidien. Pris isolément, c'est anecdotique, mais lorsqu'elles s'accumulent les unes aux autres au fil du temps, ça devient quelque chose d'insupportable. Et bien de ce point de vue-là, la thérapie EMDR est un outil précieux pour la guérison. Alors, si vous avez envie de découvrir cette thérapie, si vous pensez qu'elle peut vous aider à dépasser des moments difficiles, du passé, évidemment, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer les conséquences que le passé a eues sur vous. Eh bien, contactez un thérapeute EMDR. Globalement, allez sur le site de EMDR France. Ce sont des thérapeutes qui sont plutôt bien formés, qui connaissent bien leur affaire et qui, à n'en pas douter, pourront vous accompagner dans cette reconversion psychique. Évidemment, tout n'est pas dans la technique. À vous de trouver le thérapeute qui vous conviendra. Comme je le dis souvent, vous savez, la psychothérapie, c'est un tango. On peut parfaitement bien danser avec un patient et l'autre patient qui suivra, on lui marchera sur les pieds. Donc il faut faire attention. À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. En tout cas, une chose est certaine, ne restez pas sans essayer de guérir ces souffrances qui sont les vôtres. Et grâce à Shapiro, nous avons à disposition une nouvelle manière de guérir et de réparer, c'est la thérapie EMDR. Voilà, merci. Merci. J'ai quand même oublié de rappeler au public que tu as écrit des bouquins, notamment sur ce sujet, et aux éditions Duno. Donc si les personnes veulent lire et approfondir, ils seront bienvenus. On a quelques minutes à vous consacrer, vous qui êtes là à Nice, dans la salle, si vous avez des questions. Ah bon, il y a des questions. Oui, bonsoir. Cyril, je travaille à l'hôpital, à l'Institut Curie, avec des patients atteints de cancer. Et bien souvent, dans leur recherche de sens, ils essaient de trouver l'origine. Et il y a tout un discours autour de le stress, le trauma, ça crée le cancer. Alors je sais que tu ne le dis pas, mais à certains moments, ça pourrait laisser paraître que peut-être ça pourrait un peu alimenter cette croyance-là. Et quand tu le dis pas, hein, mais pour quoi? Parce que moi, je vois bien que tu le dis pas, mais pour certains, ils pourraient entendre ça. Et quand je vois, je vois le glyphosate, quand je vois actuellement on a interdit les œufs dans les poulaillers en Île-de-France parce qu'ils mangent des produits qui créent des cancers du sein et tout ça, je me dis il y a aussi tout ce côté-là qui n'est pas dit. Et oui, voilà, je voulais juste te faire cette remarque-là. Et voilà. Merci de me donner l'opportunité de clarifier ma pensée, ma position. Et complètement, je ne suis absolument pas dans cette vision caricaturale qui consiste à penser que les maladies chroniques, le cancer en l'occurrence, est surdéterminé par l'histoire de vie. Ça c'est clair, et comme tu l'évoques là, c'est évident, c'est multifactoriel. D'ailleurs, autant c'est clair sur les troubles cardiovasculaires, autant sur les cancers, ça va dépendre de la typologie des cancers, et là, ça brouille encore plus les cartes. Bon. Ce que je dis, c'est simplement que, quelles que soient les pathologies chroniques, les maladies chroniques, c'est quand même dommage de ne pas y introduire pour une part au moins, cette dimension de l'histoire de vie. Et que on aurait tous à y gagner, médecins, psy, patients, au fond, d'inscrire la compréhension des patients et des malades dans une histoire de vie, en se disant, voilà, ces aspects de contexte,
au fond c'est l'OMS qui l'aborde, ben, il y a à tenir compte de ça, juste en tenir compte et de se dire que ça peut être intéressant. Et on vient de valider là l'ACE-IQ, qui est l'échelle de l'OMS pour la mesure des événements adverses. Et je trouve que c'est un outil qui mériterait d'être aussi proposé aux malades chroniques en disant ok, c'est pas que ça, mais il y a aussi de cette dimension-là. Et faisons en sorte d'avoir une prise en charge plus large de nos patients et de faire en sorte que ben voilà, on les prenne en charge aussi sur cette dimension-là. Et c'est important, hein. Merci de me permettre de préciser les choses. Ouais. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante et légère aussi, hein, qui n'est pas dramatisante. Sur le tapin, ouais. Avec humour même, on va dire. Allez. Moi, je me posais la question de l'évolution de l'EMDR et des formations, à savoir depuis quelques années maintenant le syndrome post-traumatique complexe. Et j'ai vu que vous formiez maintenant des thérapeutes et je voulais savoir un peu quelle était la différence par rapport aux formations classiques du traitement post-traumatique tout court. Parce que là, on est effectivement dans une complexité et maintenant c'est reconnu, hein, ce diagnostic. Oui. Voilà, je serais intéressée de savoir quel est le protocole. Justement. Justement, là, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que autant pour le TSPT, sur des choses... Enfin, non, je vais le dire autrement. J'ai vu sortir il y a quelques années des ouvrages qui étaient des espèces de catalogues de protocoles. Il y avait des protocoles quand on avait une dépression, voilà, si jamais on avait des gaz, etc. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais c'est pas possible, c'est pas ça la thérapie. La thérapie, c'est pas des protocoles. Donc, ça peut marcher, les protocoles, sur des choses simples. OK. Et ils ont été mis à l'épreuve. Et bien, justement, le trauma complexe, si on prend celui-là, eh bien, nous amène d'abord à cette faillite des protocoles. À savoir que c'est un trouble avec différentes dimensions. Altération de l'image de soi, altération du rapport aux autres, des troubles, tout un ensemble une altération de l'image de soi. Enfin, vous voyez, bon, je ne vais pas vous refaire le truc. On voit que ce sont aussi souvent des patients qui ont des traumas du lien. Donc ça veut dire que là, on a parfois des patients, il faut plusieurs mois pour les stabiliser, y compris dans la relation thérapeutique. Et c'est seulement bien après qu'on commence à aborder le traitement des cibles. Et donc, de ce point de vue, et ça nécessite des ajustements permanents. Des ajustements permanents. Qu'est-ce que ça nécessite ? Ça nécessite de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est tout l'inverse du protocole. Et je veux dire, justement. Et donc, je vais encore ouvrir une parenthèse et après, je vais répondre encore plus directement à votre question. D'où ça vient, ces histoires de protocoles ? Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, il faut remonter début des années 80. Début des années 80, on a l'émergence des psychotropes, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Et à ce moment-là, panique à bord, on se dit, mais là, c'est la fin de la psychothérapie. Et coup de bol, le DSM-3 sort. Et on arrive à avoir des tableaux cliniques très standardisés, avec des symptômes A, B, C. Et puis, coup de bol, c'est l'émergence des TCC, avec des protocoles. Et on se dit, mais voilà, on va pouvoir appliquer les méthodes du médicament pour évaluer et quantifier l'intervention avec ce type d'intervention de type TCC sur ces types de psychopathologies avec des tableaux cliniques très décomposés. Sauf que, je veux dire, c'est pas ça notre métier. On n'est pas des techniciens. Le sens clinique, l'intelligence clinique, c'est ce qui va faire notre identité. Donc, pour la prise en charge des traumas complexes, il n'y a pas de protocole. Pour la prise en charge des traumas complexes, d'ailleurs, le MDR ne suffit pas. Il va falloir aller puiser dans d'autres ressources. Et c'est ça notre intelligence, c'est ça qui fait notre identité, c'est ça qui fait notre force. Et en termes de formation, eh bien, on voit bien que la formation de base en EMDR est bien insuffisante.
Je veux dire, franchement, quand on voit ce qu'on demande en TCC ou dans d'autres formations par rapport aux 2, 3 jours, 6 jours, 10 jours, allez, que demande en EMDR, mais faut qu'on mette tout sur la table, mais qu'on remette à plat la formation, tant sur le plan théorique du point de vue de la psychopathologie, tant sur la prise en charge des troubles qui vont bien au-delà du TSPT. Franchement, je vais vous dire un truc. Quand moi j'ai un TSPT au cabinet, je consulte un petit peu, un vrai TSPT, ok, voilà, c'est bien. Il y a 20 ans, ça n'allait pas le faire. Hein. Maintenant, c'est bien. En revanche, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les cas compliqués. Et comment je peux utiliser effectivement tout mon savoir pour les prendre en charge. Et là, il y a un vrai enjeu de formation. Et aujourd'hui, on est vraiment très loin d'être à la hauteur. Alors, je me questionnais parce que vous avez évoqué donc un petit peu le protocole EMDR. Et dans le protocole, il y a le patient doit repenser un souvenir. Et je me questionnais sur tout ce qui était les traumatismes qui ont lieu dans le préverbal. Donc en fait, les souvenirs peuvent pas être évoqués par les patients. Donc en fait, est-ce que ces traumatismes-là peuvent aussi être traités par la thérapie EMDR ? Alors moi, je vais donner la parole à mon ami Michel Sylvestre, qui est compétent pour les enfants, parce que moi, je suis une brêle pour les enfants. Voilà. Merci, je te refile le bébé. Voilà. Ok, c'est très bien, c'est 8h10, on va développer ça, parce que... Non, mais... Oui, je pense que là, je suis absolument... C'est la discussion que l'on a. C'est là la complexité. C'est-à-dire qu'avec un enfant, un 2 mois, ou des blessures qui ont été enregistrées, l'enfant avait 6 mois, ou avec 2 ans, ou l'incapacité à mentaliser, ou à verbaliser. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle une prothèse corticale. La prothèse corticale, c'est le ou les parents. C'est-à-dire qu'on fait travailler le cerveau des parents pour qu'ils permettent de comprendre ce que l'enfant a vécu. Et on va travailler avec les émotions ou les sensations que l'enfant ressent quand les parents racontent. Donc, c'est ça qui est fantastique. Ce matin, quand je vous parlais de quelque chose qui est dynamique, c'est la complexité, c'est ça la richesse. C'est-à-dire, ce n'est pas évidemment un protocole. C'est intéressant ce que tu racontes, Cyril, parce que des fois, il y a les gens qui me disent dans les formations enfants, Michel, tu ne peux pas écrire en manuel avec des protocoles comme pour l'adulte. On fait A, B, C, D, parce que c'est impossible. Comment on fait avec un 2 ans, un 6 mois, un 3 mois, un 8 ans, un 10 ans, un 12 ans? C'est ça l'intuition clinique et la complexité qui fait que là, on a une valeur ajoutée. On va penser, comme je vous disais ce matin, l'enfant, les relations d'attachement, le lien, la dynamique familiale. Est-ce qu'on a une prothèse corticale ou pas? Qu'est-ce que l'enfant comprend? De quoi il est à souvenir en fonction de son âge? Donc oui, on peut traiter des blessures enregistrées à 2 mois, dans la vie intra-utérine, à 6 mois, avant que l'enfant ait accès. Il va avoir un accès à des souvenirs sensoriels, somatiques, émotionnels. Par contre, la mentalisation, elle va être portée dans le lien avec les parents. On peut faire un travail à partir des souvenirs sensoriels. Bien sûr, bien sûr. Et des tas de confrères le font avec les adultes. Quand vous touchez chez des adultes des blessures qui sont passées à 3-4 ans, où l'adulte n'a pas de pensée, mais il a des émotions. Quand je pense à ça, je ne suis pas bien. Je ressens quelque chose. La cible, on va travailler avec ça. C'est ça. Absolument. C'est ça. C'est ça. Attendez, oui. Une minute. Je peux aussi vite. Encore une question? Oui, il y a une petite question ici. Attendez. Bonsoir et merci. Oui, je voulais savoir si la justice commence à s'intéresser un petit peu à l'EMDR pour la prise en charge des victimes, quand on sait que la justice ne répare pas et abîme beaucoup. Je vais demander la parole au président, parce qu'il est très au fait de ce qui se passe. Oui, donc je pourrais dire que de plus en plus, la justice est sensible à la prise en charge des victimes.
Donc moi, j'ai pu assister à des expertises avec des victimes. Et souvent, les experts, avant de consolider un patient ou une patiente, demandent à ce que ce patient ait été pris en charge pour le psychotrauma. Donc soit les TCC ou le MDR. Je sais qu'à Toulouse, les experts sont très branchés sur justement la prise en charge en EMDR. Ouais. Donc ça bouge. Bien. Eh bien, j'espère que ça vous donnera envie de mieux connaître le MDR. Bonne soirée, merci.